Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre batibulé, chez fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Toujours très heureux de vous retrouver sur la chaîne locale ATG, la trop bien nommée, paraît-il. En tout cas, ce soir, dans le ATG Tonight Show, nous recevons encore une invitée de marque, comme tous les soirs, me direz-vous. Juste avant, hop là, c'est là. Eh bien, nous retrouvons notre douce Vanessa Gittens, ma co-animatrice, tout en sensualité et tout en noir, d'ailleurs. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Jean. Ça va ? Ah bah mieux, à chaque fois que je vous vois, Vanessa, vous êtes un ravissement pour les yeux et comme dirait ma grand-mère, il y a du monde. Alors, Vanessa, direction la... littérature. Bravo, Vanessa, pour une fois que vous suivez, d'habitude on ne sait pas avec vous. Mais vous prenez toujours de cours, c'est pas bien ça. Oui, et parfois de long. Alors, Vanessa, nous recevons donc une femme, je sais pas, on la retirera au montage. Nous recevons une femme selon mon cœur, une femme qui parle littérature, une femme qui parle culture, une défendresse des mots, justement. Moi, je la connais depuis de nombreuses années. J'ai eu l'insigne honneur également de participer à ses exactions littéraires. On y reviendra. Merci d'accueillir Madame Chiseka Lovelt. Bonjour Chiseka, je vous embrasse, prenez votre micro. Merci. Asseyez-vous. Bien. Je vous en prie. Je vais vous servir tout de suite, comme ça nous fera gagner du temps, messieurs. Ah, vous le faites. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Ah bah oui, forcément. Remets-nous des glaçons. Partisane Jeffrey, du moindre effort. Remets-nous des glaçons. Comptez le faire. Oui, mais sans doute. Remets-nous des glaçons. Jeffrey. Vous avez vu comment on est bien traité? Prenez votre micro qu'on vous entende bien. Vous avez vu? Ah oui, je vois que avant de commencer à parler, vous nous servez de l'eau. Merci beaucoup. Mais toujours. Vous voyez bien que on est choyé. C'est pas comme dans certaines autres émissions où, bon, on n'en parle pas. Ma chère Chiseka, je mets le chronomètre parce qu'on essaye d'être synchro dans cette émission pour ne pas dépasser trop au niveau du timing. C'est important. Voilà. D'accord. Bon. Chiseka, j'aurais envie de vous dire Mbote. Ah ouais. Ouais. Mbote Sangonini. Sangoté. C'est Nazali Malamu. Et voilà. Il sait plein de choses, ce Jordan. Ah. Et donc, comme je ne sais pas, ça veut dire... C'est du Lingala. C'est ce qu'on parle au Congo-Brazzaville. Voilà, donc Mbote, bonjour. Au Congo-Brazzaville et puis de l'autre côté aussi du fleuve, au Zaïre. Enfin, oui. au Congo, Kinshasa. L'ex-République démocratique Voilà. du Zaïre. Alors oui, et où à Kinshasa? Kinlabel, comme on l'appelle. Kinlabel et Brazza la Verte. Brazza la Verte, exactement. Vous n'êtes pas né justement à Kinshasa. Vous êtes né d'un père congolais et d'une mère française, enfin suisse-allemande, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc le Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mélange. Il y a beaucoup de mélange chez vous, justement. Et vous êtes né dans le 14e à Paris. Oui, tout bêtement, c'est pas très original, effectivement. Vous savez qu'il y a une grande maternité là. Ouais. Donc je suis né là. Ils font quoi vos parents? Oh, mes parents sont... malheureusement, mon père est décédé et ma mère est à la retraite maintenant. Ouais. Mais à l'époque, ils font quoi? À l'époque, ma mère était dans la santé, elle était infirmière. Ouais. Et mon père était dans les affaires. Et votre père était un homme d'affaires, comme beaucoup de Congolais d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça. Bon, alors vous avez vécu quand même à Brazzaville, on y reviendra. D'abord, vous vivez un petit peu sur l'Hexagone? Oui, pas mal. Je suis né là, j'ai fait mes études aussi en partie là, effectivement. Bon, tout de suite... Jusqu'à l'adolescence, on va dire. Tout de suite, l'amour des lettres. Qui vous transmet cet amour des lettres? Non, ça m'a pas été transmis en tout cas par mes parents, qui n'étaient pas du tout des littéraires. Je crois que c'est par l'école, la bibliothèque. Mon premier souvenir, écoutez, je vais vous dire très franchement, quand j'étais au lycée, j'étais au lycée Molière à Paris. Ouais. Et un jour, je suis arrivée à ce qu'on appelait la bibliothèque. À l'époque, ça s'appelait pas encore CDI. Je suis tombée sur ah ben voilà, j'y pensais à l'instant et j'oublie. Ouais. La guerre du feu. Ouais. C'est le premier livre que j'ai lu en étant
au lycée, puisque à l'époque, hein, ça date pas d'hier, on commençait par le lycée en 6e, et j'ai lu La Guerre du Feu. Vous voyez, c'est pas un livre facile, ça a commencé comme ça, et puis bon, bah, j'aimais la lecture, et effectivement, j'ai fait des études ça a suivi, hein, j'ai fait toujours des études de lettres. Vous êtes fille unique? Ah non, j'ai 2 frères. En général, quand on aime les livres, c'est qu'on n'a pas de frères et sœurs pour jouer. Ça ne veut rien dire. Hein, c'est vrai? Bah oui. Vous aimez les livres? Parce que j'aime les livres aussi, et je ne suis pas fille unique, Bon. n'est-ce pas? Et puis, on joue quand même. Non, moi, je n'ai pas fait que lire, mais disons que c'est vrai que j'ai toujours aimé lire. Vous retenez quoi de votre enfance hexagonale, on va dire? Bah justement, je jouais pas mal. À l'époque, j'étais petite. Vous étiez une enfant calme, réservée, plutôt... Oui, normal. Je dirais normal. Ouais. Alors, vous partez effectivement, vous suivez vos parents à un moment donné. Dans les années 70, donc mes parents sont rentrés en Afrique, au Congo, Brazza. Ouais. Et bah oui, bien sûr, les enfants ont suivi, donc on vivait là-bas. Alors, vous êtes le fruit d'un métissage. Comment ça se passe pour vous là-bas? Alors, tiens, ça tombe bien, vous posez une très bonne question. Alors, je vais vous dire quelque chose. À mon époque, quand on était métis comme moi, qu'on était en France, on nous traitait de nègres, quoi, enfin de black. Ouais. Et en Afrique, on nous traite de blancs. Ouais, c'est ça. De Bundélé. Donc on a les fesses entre deux chaises, si j'ose dire. Oui, toujours, mais c'est comme ça, parce que en Afrique, le métis, il est considéré comme blanc. C'est le blanc. Vous l'avez vécu comment? Pas trop mal. On était habitués. Honnêtement, pas si bien que ça non plus. On vit non, mais bon, quand on dit ça, bon, on vous traite de blanc, mais c'est sur un ton gentil. Mais comment vous vous placez, vous, alors? Je me place entre les deux. Ouais. Vous faites pas de choix? Si, je pense que le choix, c'est que, bon, il penche du côté black, beaucoup plus. Ouais. On va voir si vous êtes justement revendicatrice de ces origines, de ce combat. Vous préparez votre licence de lettres avec un DEA cinéma. On se destine à quoi quand on prépare ses études littéraires? Enseigner? Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Donc, depuis lors, c'est pour ça que j'ai fait des études de lettres. C'était dans la perspective de devenir journaliste, d'acquérir de la culture générale et voilà. Pourquoi le métier de journaliste? Vous souhaitiez transmettre de l'information? Oui, ça me plaisait. J'aime écrire. Ouais. Et donc, je voulais... toujours presse écrite. Hein. J'ai jamais recherché forcément la télévision. J'ai toujours voulu écrire. Ce que j'ai fait après. Vous aviez un journal comme les ados ou pas? Non. C'est vrai? Non, pas de journal. Chiseka Lobelt n'avait pas un petit journal Un petit journal de bord? Ouais. Non. Ah ouais, je suis étonné. Tiens. Après, donc, arrive la Guyane. Quand vous revenez de Brazzaville, ça vous manque, l'Afrique? Oui, l'Afrique manque toujours. Ouais. Mais bon, j'étais reparti en France pour faire mes études supérieures. Donc, vous auriez pu repartir après? Oui, après, la vie a fait que, écoutez, j'ai rencontré un Guyanais et puis je suis venue en Guyane. Alors voilà, on va parler de cette rencontre dans quelques petites minutes. Juste avant, ma chère Chiseka, qu'est-ce que Chiseka Lobelt écoute comme musique? On vous regarde, ma chère Chiseka, et on se dit que, femme de lettres telle que vous, écoute ceci. C'est le Lichtenberg de Jean-François Bitter chez Aléa, donc c'est en poche, ça vaut 6,20 €. On connaît Lichtenberg pour ses aphorismes, notamment le célèbre couteau sans lame auquel il manque un manche, que Nabila adore, un de ses aphorismes préférés. Il y a eu 3 éditions jusqu'à présent des aphorismes de Lichtenberg, et justement, Bitter dit c'est pas un auteur d'aphorismes. En fait, la première édition, c'est Marthe Robert dans les années 60, la célèbre traductrice de Kafka, qui a été plongée dans le journal. Merci, messieurs. Voilà, on se dit que vous n'écoutez pas de musique, vous écoutez ce genre de choses. C'est vrai. C'est vrai? Vous voyez? C'est vrai. C'est extrait du Masque et la plume. En plus... vous voyez, comment on connaît nos invités. Effectivement, vous avez raison. J'écoute quand même de la musique, surtout en voiture. Ouais, mais vous écoutez la radio et ce genre d'émissions, vous écoutez des émissions littéraires. Oui, j'écoute beaucoup la radio. Et je regarde beaucoup la télévision aussi, les chaînes info, etc. Et la musique, ça passe vraiment après. Bon, vous en écoutez quand même, la preuve, vous écoutez réellement ceci. Merci. Vous avez reconnu Vanessa ou pas? J'oublie le nom. C'est Clara Nugent. Clara Nugent. Eh ouais, elle sait tout faire, hein, Clara Nugent.
Vous aimez J'aime beaucoup le tournant qu'elle a donné à sa carrière. Elle aurait pu rester carnaval, et pas du tout. Et justement, elle a pris un tournant, un petit peu jazzy, très créative. J'aime beaucoup. Ouais. Et il y a d'autres choses que vous écoutez. Ceci. Longtemps, swing sa coque et un promo baillant. Entendu tout à l'heure, c'était notre ami Éric Bonheur justement avec Clara. Et là, on entend Clara toute seule. Vous aimez le jazz? Beaucoup. Vous aimez quand même finalement beaucoup de choses qui en général et surtout dans nos territoires sont un petit peu compliquées à mettre en place. Le jazz, la littérature, c'est des choses quand même ce sont des combats. Oui, c'est vrai, mais écoutez, le jazz, tout récemment, là, ce week-end, j'ai écouté Éric Bonheur en concert, c'est magnifique. Ouais, heureusement qu'ils sont là, toutes ces personnes qui font... Oui. Alors vous êtes en Guyane, vous le dites, depuis 30 ans, vous êtes arrivé en mars 85, vous rencontrez un Guyanais où, à Paris? Ouais. Paris, oui. Bon. Il vous dit tout de suite, je t'aime, viens, je te ramène chez moi. Comment ça se passe? Non, on était destinés à rester vivre en France. Et puis bon, la vie a fait qu'on est venu en Guyane. Ouais. On aurait pu partir en Afrique de la même façon. Vous connaissiez déjà la Guyane ou pas? Oui, j'étais venu en 82. À quelle occasion? Avec lui. Avec lui. Donc quand vous arrivez ici, cette fois-ci dans une optique d'être résidente? Ah ben de travail, oui, puisqu'il y avait les enfants et donc... vous êtes maman? Vous avez 2 enfants, et même 2 filles. Et même grand-mère. On y reviendra. D'abord maman, 2 grandes filles qu'on salue d'ailleurs, voilà, qui vous suivent et qui vous ont accompagné, continuent à vous accompagner également. Ce sont des filles émérites, elles aussi, chacune très actives, chacune dans leur domaine respectif. Quand vous arrivez ici en mars 85 pour vous établir, vous travaillez où? Je travaille au collège de Kourou. Donc tout de suite, je suis arrivée et la semaine suivante, j'ai trouvé un poste de MA au collège de Kourou. D'ailleurs, le principal Emma, maître auxiliaire. Maître auxiliaire. Et donc, j'étais prof d'histoire géo. Ouais. Et le principal à l'époque, c'était Serge Patient. Ah oui. Il était encore en activité. Et j'avais pas de voiture. J'allais à Kourou en stop tous les jours. C'est vrai? Oui, bien sûr. Waouh. Ouais. Et puis après, j'ai trouvé des amis. Vous ne deviez pas tout le temps être à l'heure à vos classes? Si. C'est vrai? Si. Mais en plus, je montais tous les jours parce que j'avais que le samedi. Des fois, je montais pour 1 heure ou 2. Waouh. C'était difficile. Les 2 premiers mois. Soit il y avait une vraie solidarité, soit vous deviez être habillé sacrément sexy pour que les gens s'arrêtent. Tout de suite. Non, mais c'est bien. Moi, ça prouve qu'il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est plus difficile. Hein, ouais, ça serait peut-être plus difficile, effectivement. Pourtant, il y a plus de voitures. Vous en gardez quoi de ces années d'enseignement? C'était intéressant. Moi, c'était la première fois que j'enseignais, donc je faisais ça avec beaucoup de sérieux. J'avais des classes de 3e et de 4e, mais c'était pas mon truc. Vous étiez dur? Non. Non. J'étais pas dure, mais je crois que j'intéressais les élèves parce que je leur racontais plein de trucs. Vanessa a des doutes. Hein. Je dirais, c'est ce que tous les profs disent. Est-ce que vous êtes dur? Non. Oh. Bah, bien sûr. Non, je crois pas. Vous revoyez des élèves? Il y a des gens qui Oui, je me souviens pas tous, mais je reconnais 2-3. Ouais. Il y avait comment s'appelle-t-il, Ringuet, qui était... le maire? Non, pas le maire, le cycliste. J'avais. Ouais. Et puis l'épouse aujourd'hui d'un collègue Isabelle, je ne citerai pas son nom, mais bon, que j'avais souvent. Et eux, c'est marrant parce que les élèves se rappellent mieux de vous. Ouais. Parce qu'eux, ils ont grandi et tout. Oui. Je l'ai eu comme prof. Non, mais voilà. Tant mieux. Alors vous dites un collègue parce qu'aujourd'hui vous êtes au conseil général. On y revient. Vous restez pas longtemps dans l'enseignement? Non, je suis restée que 6 mois. Ah oui, c'est plus que pas longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé en mars et puis à la rentrée, j'ai fait autre chose. On m'a fait une autre proposition plus intéressante pour moi, donc j'ai quitté l'enseignement. Alors vous faites quoi après l'éducation nationale? Eh bien après, je rentre au conseil général, donc c'est l'époque d'Élie Castor. Vous rencontrez du beau monde finalement. Hein. Oui. Vous arrivez dans les années où ces grands noms sont soit en construction comme Patient, soit des gens en poste comme Castor. C'est-à-dire que c'était le début de la décentralisation. Ouais. Et le président Castor était en train de structurer l'administration départementale.
Et c'est l'époque où tous les chargés de mission étaient recrutés. À l'époque, nous étions 17 ou 18 chargés de mission. Ça a donné ensuite des chefs de service. Ouais. Alors, il y a des noms que je pourrais vous citer qui sont encore connus, comme Rémi Louis Budoc, Emilio Gratien, Maud Nadiré qui n'est plus, mais bon, on a commencé ensemble. Alors, chargé de mission, c'est un peu un fourre-tout. Aujourd'hui, on y met tout, on n'y met rien. Chargé de mission de quoi, en l'occurrence chargé de mission dans des secteurs. Moi, j'étais sur la presse. Sur la presse. La presse et l'information. Ouais. À l'époque, on ne parlait pas encore de communication. Donc, j'ai repris la presse de Guyane, après Jacqueline Chaumette, puisque le Conseil général en avait hérité. Si vous voulez, c'était la préfecture qui gérait ce journal, qui était un journal d'annonces légales. Et quand j'ai pris en main le journal La Presse de Guyane, il y avait des annonces en première page, des annonces légales. Et j'ai dit à mon patron, le président du Conseil général, j'ai dit, écoutez, il faudrait que ça change. Et j'ai commencé à écrire des articles, etc. Puis peu à peu, on a mis des photos. Et puis après, on a eu l'AFP. Et puis après, j'ai eu du Monde. Et puis voilà. Dans ce journal, qui est chef d'édition? C'est vous ou c'est le président? C'était moi. C'était vous. Ouais. Aujourd'hui, c'est qui? Il n'y a plus. Il n'y a plus? Ça n'existe plus, la Presse de Guyane. Vous le regrettez, ça? Oui. Ouais. Je le regrette profondément parce que, si vous voulez, nous étions lus. Et ensuite, on travaillait beaucoup parce que c'était un quotidien qui sortait tous les jours et ça faisait une autre voix. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Parce que ça coûtait cher, c'était un petit peu désuet, il y avait des annonces légales, et donc ça, c'est pas que ça sortait pas régulièrement, mais donc ça sortait avec difficulté. Si vous pouviez le refaire aujourd'hui, vous le referiez? Oui, moi je le referais. Ouais. Vous pensez que c'est possible encore? Non, je pense pas. Non. Difficile. Vous connaissez les problèmes de la presse écrite aujourd'hui, donc maintenant on est à l'heure du numérique et ça m'étonnerait. C'est très très difficile de faire fonctionner un journal aujourd'hui. Il y a 19 ans, l'année prochaine 20 ans, vous vient une idée, vous qui aimez la littérature, de créer Promo Livre? Oui, enfin, l'idée m'est venue parce qu'il y avait un besoin, si vous voulez. À l'époque, on est venu me chercher en me disant, il faudrait faire quelque chose parce que les écrivains, ça commençait à se développer. Il y avait la maison d'édition Ibis Rouge qui venait de se créer. Monsieur Balherbe. Oui, on le salue. Et donc, il fallait faire quelque chose pour les écrivains, si vous voulez, pour les valoriser, pour faire leur promotion. Ouais. Notamment pour les emmener aussi dans les salons. Donc, on m'a proposé justement de créer cette association. Ça fera 20 ans l'an prochain. Ouais, c'est pas rien. Il y a eu beaucoup de combats. Quand vous vous imaginez faire le salon du livre pour la première fois en Guyane, travail titanesque, comment vous commencez? Écoutez, à l'époque, je travaillais avec ma collègue la plus proche, c'était Nicole Mounier. Bonjour Nicole, si elle nous suit. C'était la directrice de la bibliothèque départementale de Prêt. Quelqu'un qui a fait beaucoup en Guyane, qui a monté la bibliothèque de Mana, qui s'occupait du bibliobus, qui sillonnait les routes. Et donc, quand on a créé Promo Livre, c'était déjà avec cette ambition. C'était pour faire un salon du livre en Guyane. Ouais. Pas évident, on y reviendra. Juste avant, la question de Vanessa. Préparez-vous, ma chère Chiseka, parfois, Vanessa n'est pas toujours courtoise avec les invités, même s'il s'agit de solidarité féminine, pas toujours. Voici la question de Vanessa. Ma chère Vanessa, quelle sauce allez-vous manger, cette chère Chiseka Lobelt? On va continuer sur le salon du livre. Est-ce que c'est pas justement compliqué d'organiser un salon du livre en Guyane? Est-ce que les gens lisent en Guyane? Est-ce que ça intéresse? Mais oui, justement. Mais figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens, c'est très fréquenté le salon. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des gens qui ne rentrent jamais en librairie, qui viennent au salon du livre. Pourquoi? Parce qu'au salon du livre, et Jordan en est un premier témoin, il y a des animations et il y a surtout des auteurs. Et je dis toujours que les gens ont besoin d'avoir un contact vivant comme ça avec les écrivains. Ça les intéresse. Et puis il y a des têtes d'affiche aussi. Il y a des gens qui viennent et qui... En gros, beaucoup de gens vous ont dit, Chiseka Lobelt s'est fait plaisir à elle et à tous ses amis qui lisent des livres, mais au final, ça n'intéresse pas beaucoup les Guyanais. En termes de chiffres, en termes de fréquentation, vous avez prouvé qu'il y avait du monde qui venait à ces salons. Ah, il y avait du monde, oui, il y a toujours du monde. Je pense que si les gens s'intéressent beaucoup, et vous savez, notre public cible, c'est quand même la jeunesse. Ouais. Donc les jeunes, les enfants et les enseignants. C'est principal. Enfin, je dirais pas que c'est pour eux qu'on fait le salon du livre, mais c'est vraiment en leur direction. Justement, à l'heure du numérique, est-ce que les jeunes lisent en Guyane encore?
Les jeunes lisent les livres qui sont à leur programme et nous essayons de les faire lire autre chose, notamment avec le prix Carbet, c'est-à-dire qu'on essaye de leur faire lire des livres qui intéressent un petit peu leur environnement. Vous avez essayé, ma chère Chiseka, de démocratiser aussi ce monde de la lecture en Guyane, de rendre un peu plus accessible les choses à travers des émissions littéraires aussi. Pas un exercice facile quand on n'est pas quelqu'un du milieu de la télé, pourtant vous l'avez fait sans hésiter. Oui, c'est vrai, pendant près de 5 ans. Ouais. On faisait des émissions, effectivement, sur le livre. Mais je crois que ce que les gens demandent en Guyane, il irait plus s'il y avait plus de livres sur la Guyane. Vous pensez ? Ah oui, complètement. Mais il suffit de regarder les chiffres. Quand des auteurs guyanais... Bon, alors qu'est-ce qu'un auteur guyanais ? Bon, enfin, des auteurs qui sont vraiment... issu du pays Guyane. Alors, un auteur guyanais, c'est quoi ? C'est un auteur de la Guyane, alors, peu importe ce qu'il écrive, c'est un Guyanais, ou c'est un auteur qui écrit sur la Guyane ? On va rester dans le politiquement correct, d'accord ? Donc, c'est toute personne qui écrit qui vit en Guyane. D'accord. Il n'empêche que quand il y a des livres qui sont de natifs, les Guyanais achètent les livres. Je ne vais pas faire de publicité ici, mais c'est clair. Non, mais sans langue de bois. Chiseka Lobel, sans langue de bois quand même, parce que je vous connais, vous êtes quelqu'un de direct. L'auteur guyanais qui finalement fonctionne le mieux aujourd'hui. S'il y a 2 ou 3 auteurs guyanais qui, une fois qu'ils sortent un livre, en général, ça fonctionne bien. Alors, c'est pas difficile. Je vais vous dire, la meilleure vente de l'année, de cette année, c'est Pierre Apollinaire Stephenson avec les Fables guyanaises. Ah ouais. Alors là, c'est un carton. Je n'ai pas les chiffres, c'est l'éditeur qui pourrait le dire. D'accord. Mais ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que vous dites, Vanessa ? Même moi, je l'ai. C'est vrai, vous l'avez ? Bah oui. Ah bah oui. Dès sa sortie, écoutez, à la rentrée littéraire, c'était au mois de novembre, il y avait la queue, comme on voit ailleurs, pour ce livre. D'accord. Ça intéresse beaucoup les gens. Nous étions à Paris au mois de mars. Effectivement, il en a vendu. Enfin, et ça continue, puisque sur Facebook, il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Je faisais la réflexion ce week-end en disant, mais il faut qu'il continue sa promo parce que ça marche très bien. Alors, ce qui fonctionne aussi très bien, on le rappelle, c'est d'organiser ces salons du livre. Ça coûte cher, un salon du livre. Ça coûte cher. C'est 50 000 € le salon du livre. Waouh. Et pour l'instant, on l'organise au mois de novembre. On n'a pas encore la couleur d'un centime d'euro. Cette année-là, vous faites votre salon, mais vous ne savez pas concrètement comment on va le payer, quoi. On ne sait pas. C'est-à-dire, on a fait les demandes. Bien sûr. Les demandes sont faites, mais pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. Vous savez bien que c'est culturel, donc forcément, il va y avoir des aides. Et puis, c'est tous les 2 ans. Oui. Il y a des manifestations de divertissement qui ont lieu chaque année et qui trouvent les fonds nécessaires. Vous le regrettez, ça, un petit peu ? Ah ben, complètement. Complètement, parce que il y a la jeunesse, les livres de jeunesse, les animations, les auteurs. Enfin bon, je veux dire, il faut les aider, les auteurs. Vanessa ? Qu'est-ce qui vous donne envie, justement, de continuer ? La littérature, c'est la vie, la littérature. Lire un livre, être dans un imaginaire. Écoutez, c'est merveilleux, puis on apprend plein de choses. Alors, vous allez regarder votre écran, Chiseka Lobel. Vous connaissez la séquence morphing de cette émission ? Non, pas du tout. Alors, c'est le morphing utile, c'est-à-dire qu'on a mélangé des visages. Vous allez reconnaître, sans doute, je l'espère, des visages que nous avons morphés. Et utile, parce qu'on débriefe juste après pourquoi a-t-on morphé ces visages. Voici d'abord le générique. Prenez votre micro. Oh, c'est moi. Ah bah voilà. C'est vous. C'est moi avec des lunettes. Ah, c'est vous avec des lunettes, vous pensez, simplement ? Oui. Bon, d'accord. Non, mais c'est très bien si vous... Ok. Et le deuxième visage ? Eh ben, on va voir. Mais Chiseka pense qu'on a juste rajouté des lunettes. Non, morphing, c'est qu'on mélange plusieurs visages quand même. Hein. Ah, d'accord. Alors, regardez bien. La réponse en image. C'est vrai que vous avez un petit air de ressemblance avec celle avec laquelle on vous a morphé. On y va, messieurs. Ah, voilà, grossissez. Audrey Pulvar. Ah, c'est Audrey. Eh oui, c'est Audrey. Je la connais bien en plus, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. C'est presque votre copine, Audrey Pulvar. Ouais. Parce que vous faites venir des grands noms. Vous ne vous contentez pas de faire venir des petits écrivains qu'on ne connaît pas. Donc, c'est des gens... Est-ce que c'est des gens qui vous coûtent cher ? Quand on fait venir une Audrey Pulvar, quand on fait venir d'autres artistes, non, pas plus. Des écrivains de talent du monde entier, on a eu des gens de l'Amérique du Sud, entre autres, qu'est-ce qu'ils vous demandent, ces gens-là ? Michel Picouli ? C'est nous qui imposons les règles, c'est pas eux. C'est-à-dire, eux, ils acceptent de venir. C'est pour leur promo ? Alors, c'est pour faire, on va dire, découvrir leurs livres. On les prend en charge. Et ça, c'est une règle qui a lieu partout, pas seulement ici en Guyane. Donc, quand vous faites venir un auteur, vous le prenez en charge. C'est-à-dire il n'y a pas de cachet comme un musicien, comme un... Alors,
On est bien clair, on va tout expliquer aux téléspectateurs. Ah ouais, on veut savoir. Oui, mais tout à fait. Donc on les prend en charge, c'est-à-dire que billet d'avion, hôtel, etc., repas. Les séances de dédicaces qui sont considérées comme de la promotion ne sont pas rémunérées. Ce qu'on rémunère, ce sont les interventions. C'est-à-dire que s'ils font une conférence, s'ils font une animation dans un établissement scolaire, ils sont payés. Mais je vous rassure, ça tourne entre 200 et 300 euros. Hein, certains ne font pas de caprices comme si. Si, parce que quand vous avez des grands noms, avec on va dire un ego un petit peu démesuré, ils font un peu de caprice, mais les grands, hein. Ouais. Bon. Vous avez des anecdotes? Oui, mais bon, je vais pas citer des noms. Ah non, je peux pas. C'est vrai? Sans citer de noms. Moi j'en ai. Sans citer de noms. Ouais, je peux citer des noms. Des auteurs, femmes qui se font porter pâle pour une raison ou pour une autre sur 2 jours ou 3 jours de salon. Bon, reste dans la chambre. Bon. Alors, à contrario, on va parler... Ou d'autres qui veulent voyager en première classe, alors que nous n'avons pas les moyens de les faire voyager en première classe. Bon, voilà. Bon, parmi les auteurs, on va rester dans le positif du coup. Si on peut pas donner des noms sur le négatif, on comprend. En tout cas, ceux dont on parle en bien seront contents qu'on parle d'eux en bien. Est-ce que vous avez de bonnes anecdotes sur des auteurs qui sont vraiment des auteurs qu'on aime avoir, qu'on aime recevoir et qu'on aimerait qu'ils reviennent d'ailleurs dans le département? Par exemple, Yasmina Khadra. Ouais. Bon, Yasmina Khadra, c'est un auteur, c'est un homme, hein, c'est un Algérien, grand auteur. Ouais. Il y a la queue à Paris pour qu'il signe ses livres. Il est allé à Saint-Laurent, il était émerveillé. Mais vraiment émerveillé. Bon, ça se comprend parce qu'il y a eu des bagnards originaires d'Algérie et donc il voulait retrouver certaines choses. Alain Mabankou aussi, qui était très 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 content. Quelle autre star vous avez eu de l'écriture? On a eu, Daniel Picouli, Dany Laferrière, Alain Mabankou, Luis Sepulveda. Alors, pour l'anecdote, Luis Sepulveda, il a écrit un livre qui s'appelle « L'homme qui aimait les romans d'amour » et qui a inspiré un réalisateur. Et ça a été tourné ici. L'adaptation a été tournée ici, en Guyane, à Desgrais-Edmond. Qui, par ailleurs, vous savez, Desgrais-Edmond, c'est pas très, très bon souvenir, puisque c'est Michel Capel qui a été assassiné là. Et quand Luis Sepulveda, chilien, est venu ici, il a absolument voulu voir où s'était tourné, non pas son film, mais l'œuvre qui a été tirée de son film. De son livre. Voilà quelques anecdotes. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prendre votre relève plus tard? Je cherche. Hein. Et vos filles, vos 2 filles? Non, mais mes filles ne s'occupent pas. Bon, c'est vrai qu'elles sont très occupées. Il y en a une qui est dans le domaine du sport, de la danse, une autre dans l'organisation aussi, qui est dans l'événementiel. Alors, si vous voulez, vous venez. L'année prochaine, c'est les 20 ans de Promo Livre et j'aimerais bien justement pouvoir passer la main. Et vos petits-enfants? C'est un peu jeune. C'est encore un peu jeune, hein. C'est vrai que vous êtes une grand-mère accomplie. Vous leur transmettez cet amour des livres? Oui, absolument. Ouais. Je les amène, je les traîne au salon du livre. Alors, c'est pas le choix, quoi. Ah oui, ils n'ont pas le choix. Bon. Pas que les livres, hein, toutes sortes de manifestations culturelles d'ailleurs. Bon. Les fourmis, par exemple, ma petite fille l'autre jour était à la conférence sur les fourmis. Ouais. Vous faites beaucoup de choses, hein. Vous partez régulièrement, souvent quand je vous appelle, vous êtes dans un avion, vous préparez vos salons comme ça ou... Ah oui, c'est obligé. Hein. Ouais. Là, on est en pleine préparation du Salon du Livre. Donc, vous partez à la chasse aux auteurs? Oui, je suis allée faire mon marché à Paris. Exactement. C'est ça. C'était bien parce que c'était le Brésil qui était l'invité d'honneur et que, effectivement, nous aussi, nous avons choisi le Brésil. Le Brésil était invité à Cayenne en 99, donc c'est assez vieux. Et comme nous avons un thème, je peux en parler? Bien sûr. Le thème de cette année, ça va plaire à beaucoup de gens, c'est littérature et sport. Les sportifs écrivent? Eh bien oui. Et ils lisent. Et il y a tous ceux qui écrivent sur le sport et sur les sportifs. Le parrain est un grand sportif, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Bon, très bien. Guyanais, on n'en dit pas plus. Alors, vous êtes également amoureuse, on l'a dit, de la presse, puisque ça a été tout au long de votre vie un de vos grands chevaux de bataille, si j'ose dire. Aujourd'hui, la presse en Guyane, on en parlait avec plusieurs journalistes, c'est aussi un peu compliqué. Vous êtes au Club de la Presse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de cette presse en Guyane qui évolue difficilement? Elle est mal en ce moment. Ouais. Elle est mal avec le quotidien qui a quelques difficultés. Concernant... C'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous pensez qu'il est possible de plus avoir de journal? Non, je pense pas. On n'a pas suffisamment de pluralité, si vous voulez. Ce qui serait intéressant, c'est bien, vous êtes là, c'est très très bien. La presse, il faut une pluralité. Il faut que chacun puisse s'exprimer, exprimer ses opinions, etc. Ça manque un petit peu. Mais c'est général. Le problème de la presse, il est général.
Est-ce qu'on va trouver une voie à travers Internet, le numérique? Vous avez vu que tous les journaux maintenant ont une version numérique. Ouais. Donc la solution, c'est peut-être celle-là. On est dans l'immédiateté. Eh oui. Et c'est vrai que les réseaux sociaux font, on peut dire, un petit peu d'ombre. Je ne veux pas dire du tort, mais font quand même de l'ombre. Vous seriez prêt un jour et là je fais le lien avec le numérique, alors je vais faire peut-être un sacrilège en vous disant ça, mais lancer le salon du livre numérique? Je vois pas comment. Vous voyez pas comment? Je vois pas comment. Et puis en plus, par expérience, le livre, le e-book, là, le fameux e-book, qui prend pas tellement. C'est un peu difficile. Ouais. Moi, j'avoue que bon, je suis partagée. Vous aimez le papier? Moi, j'aime le papier. Voilà, c'est ça. J'aime le papier, j'aime l'odeur du papier, j'aime le toucher du papier, le grammage du papier. D'ailleurs, je suis noyée de papier, voilà. Bon. Mais il y a quand même, j'ai fait l'expérience, un confort de lecture sur tablette. Ouais, plus pratique. D'abord, c'est pratique quand vous voyagez avec votre bibliothèque. Ouais. Et puis on lit bien sur... on lit, on n'a pas besoin de lumière. Je vais vous poser une question, moi, dans quelques petites minutes, peut-être peut-être pas gênante, parce que je sais que vous répondez franco, mais juste avant cette question, je vais vous demander pourquoi, vous qui aimez tant lire et tant écrire, à quand un livre de Tchiséka Lobelt? Non. Alors, je considère que c'est un art, c'est un métier, si vous voulez. Être écrivain, c'est avoir quelque chose à dire. C'est des choses d'intéressant pour les autres. Vous ne pensez pas que vous avez des choses intéressantes? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas avoir suffisamment de choses qui passionneraient des lecteurs pour pouvoir vendre des livres. Vous n'y avez jamais songé, pas une fois? Pas du tout, et ça ne me vient pas l'idée. Autant j'adore faire la promotion des autres, parce que je considère qu'ils ont du talent, mais moi je ne vois pas ce que j'aurai à raconter... dans des livres. Par contre, j'écris, je fais des portraits. Ouais, c'est ça. Je fais des portraits. On s'arrête aux portraits, quoi. On s'arrête aux portraits, aux articles de presse, mais pas de livres. Tchiséka, on va bientôt se dire au revoir dans cette émission. C'est la fin, car on arrive au terme, bien évidemment, de ce petit moment passé ensemble. Je vous pose votre petite question dans quelques instants, juste pour le final, histoire de... à tout de suite. Et c'est la fin. Et oui, toutes les très bonnes choses ont une fin. Tchiséka Lobelt fut notre invité. Ma chère Tchiséka, dernière petite question, parce que forcément, on y est très sensible. Le Conseil général, la région, fusionnent. Ouais. Et vous, dans tout ça? Ben nous, on se prépare. Ouais, vous êtes prête vous voyez, j'en perds mes boutons. Vous êtes prête à rejoindre cette grosse structure de toute façon, je vais vous dire, d'abord, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis, on travaille pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis, par exemple, à la direction de la culture. On a des réunions, on a des séminaires, on apprend à se connaître. Ouais. On a fait des visites dans les bâtiments des collègues de la région. Eux sont venus. Donc vous passez souvent de 3 à 10 personnes, quoi. Vous finissez. Oui, on sera 3000. C'est sur la bonne voie, selon vous? Non, mais dans votre service. Dans votre service, ce ne sera pas 3000. Non, je parle dans les deux collectivités. Mais vous vous y préparez? Vous n'êtes pas anxieuse, quoi, cette idée? Moi, personnellement, non. Non. Bon, certainement que d'autres, oui. Ouais. C'est la conduite du changement. Je vous dis, on y travaille, on discute, on imagine les choses, on fait des organigrammes. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Bon salon du livre en novembre? En novembre. Bon. Oui. Mi-novembre. Je crois qu'il y a un animateur de talent qui aimerait bien. N'est-ce pas? Bon, comme chaque année. Merci Tchiséka, je vous embrasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore d'être cette femme qui défend nos auteurs guyanais, la littérature en Guyane. Vanessa, je sais que vous adorez lire. Eh oui. Eh oui. J'y serai. Eh oui, et pas que l'horoscope. Voilà, nous souhaitons une très très bonne soirée sur les antennes. Voilà, ainsi s'achève votre émission locale. Merci de nous suivre avec toujours autant d'assiduité, autant d'amour finalement. Continuez à nous envoyer via Twitter, via Facebook, via tous les réseaux sociaux vos demandes. Voilà, n'hésitez surtout pas. Bonne soirée sur la chaîne locale. À très vite.